est-ce que notre économie sait créer de la richesse, mais elle ne sait pas créer d'emploi? Le Maroc, c'est très particulier. Et donc, venir et appliquer des paradigmes qui auraient fonctionné, dire en Italie, voilà combien ça aurait donné, il faudrait créer 300 000 emplois de plus, ou en France, ou aux Émirats Arabes Unis. C'est logiquement les grandes entreprises qui devraient être la locomotive et le moteur de croissance en matière de richesse et en matière d'emploi, et que du coup, ça l'est pas. Et si vous n'avez pas ce pouvoir de négociation pour lever du financement, vous allez forcément stagner à un moment en termes de chiffre d'affaires, et donc vous allez forcément moins recruter. Des call centers, entre autres, où il y a une vraie menace en matière d'IA sur l'emploi, mais pas sur la productivité. La recherche-développement au niveau de la 5G, au niveau de la data, au niveau du Wi-Fi, n'ont jamais été aussi florissants. Moi, j'ai un taux de chômage élevé chez les populations jeunes. J'ai un taux d'activité, d'ailleurs, qui a été relevé une fois de plus par le rapport de la Banque mondiale, qui stagne à 19%. Là, je pense que cette révolution des cerveaux, elle peut profiter à un pays comme le Maroc. On va perdre au passage 5, 10, 15% dans certains secteurs, mais je pense que si on joue le coup intelligemment, et si on mise beaucoup sur les jeunes, et sur leurs compétences en matière d'IA par exemple, ça peut être une excellente nouvelle dans 15 ou 20 ans. Bienvenue, Hicham El Alaoui. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. L'émission de débat 7e Sens, dédiée à donner du sens au sens. Hicham El Alaoui, je rappelle, fondateur de HBA Consulting, spécialisé dans l'accompagnement financier et non financier des entreprises. Débat 7e Sens, 100% écho d'ailleurs, à la lumière du dernier rapport de la Banque mondiale Maroc 2026, et puis en même temps le mettre une mise en équation avec des indicateurs chiffrés qui ont été délivrés d'ailleurs par le gouvernement sous forme de bilan gouvernemental avant l'heure. Est-ce que la question de ce débat, est-ce que notre économie sait créer la richesse, mais elle ne sait pas créer d'emploi? Point d'interrogation. Est-ce que c'est votre grille de lecture de dire effectivement une économie qui crée de la richesse mais qui ne crée pas d'emploi suffisant? Je pense qu'il faut dissocier les débats dans le sens où si on considère que la croissance de l'économie, c'est la croissance du PIB agricole et du PIB non agricole. Et c'est là qu'on peut avoir une lecture qui peut être biaisée, parce que vous avez à peu près le PIB agricole qui pèse 50% de la croissance, les bonnes années. On va écréter, comme diraient les statisticiens, des années où il ne plaît pas très bien, ou contrairement des années où il a beaucoup plu, comme il y a une dizaine d'années où il y avait 115 millions de quintaux de céréales. En moyenne, le PIB agricole, c'est 50% de la croissance. Et depuis de très nombreuses années, vous avez une destruction nette d'emplois dans le secteur agricole qui est complètement décorrélée de l'évolution du PIB agricole, que l'année agricole soit exceptionnelle ou soit, à contrario, exceptionnellement négative, vous avez une destruction nette d'emplois à coût de dizaines de milliers d'emplois depuis de nombreuses années. Donc déjà, première grille de lecture, il est très difficile de mettre en perspective les deux analyses, c'est-à-dire croissance de l'économie, croissance de l'emploi, en considérant juste le secteur primaire, puisque vous voyez bien que, de manière complètement décorrélée, on peut faire de très bons chiffres et ne pas créer d'emplois. On en vient maintenant au PIB, aux emplois non agricoles et au PIB non agricole. Il y a eu certes une création nette d'emplois sur la période, notamment si on considère juste le mandat actuel, 2021-2026 du gouvernement en place. Il y a eu une création nette d'emplois. En revanche... De 800 000, parce qu'effectivement c'est ce chiffre-là, même si vous n'êtes pas là, Hicham El Alaoui, vous ne faites pas de politique, donc il n'y a aucune démarche partisane de votre part, mais c'est-à-dire d'un côté, la Banque mondiale qui dit il manque un peu plus de 300 000 emplois par an, donc manquant, et d'un autre côté, l'exécutif qui est toujours en responsabilité et qui dit nous, depuis de 2021 à aujourd'hui, on a créé plus de 800 000 emplois. Donc c'est voilà, donc il y a les opinions publiques qui sont un peu déroutées en se disant mais pas qui a tort mais qui a raison, mais en même temps, c'est voilà, où est la vraie, quelle lecture en fait sensée, si je puis dire, faut-il faire sur l'équation croissance créée et emploi généré? Je pense déjà qu'il faut revenir aux bases du recensement des réelles perspectives et des réelles réalisations. Lorsqu'on voit les chiffres du HCP, au commissariat au plan, qui pour moi sont les chiffres les plus fiables parce ils émanent d'une entité qui est indépendante et une entité dont c'est le métier. Vous avez des rapports structurés chaque année sur l'emploi, sur le travail, sur l'employabilité, etc. Je pense que nous sommes très légèrement en dessous des 800 000, mais l'ordre de grandeur de manière globale, sans vouloir gloser ou pinailler sur des chiffres, l'ordre de grandeur y est. En revanche, est-ce qu'on pourrait créer 200 000, 300 000, 400 000 emplois de plus par rapport à la croissance de l'économie? Là, je serais très curieux de voir la grille de lecture qui a abouti à cela de la part de la Banque mondiale. Si ils considèrent que le Maroc, c'est une petite Italie, par exemple, économiquement, et vous avez le tissu économique italien, comme chacun sait, qui a 97 ou 98% à base de très très petites entreprises et de PME. Là, effectivement, si vous avez de la création d'emplois, ça veut dire que l'artisan peut recruter un apprenti, ça veut dire que le jeune artisan et celui qui était apprenti peut lancer sa propre échoppe.
L'économie marocaine est un peu différente. Vous avez une prévalence des entreprises de très très grande taille qui ne pèsent pas beaucoup, qui pèsent moins de 5% par rapport au nombre d'entreprises qu'il y a au Maroc, à peu près 500 000 entreprises qui déclarent des bilans. En revanche, il s'agit des plus gros contribuables fiscaux, ou également dans une logique de transparence fiscale, etc. Il s'agit des plus gros employeurs, également dans une logique de transparence et de déclaration des différents flux, des différents employés qu'ils peuvent avoir. Et donc, pour épiloguer peut-être sur ma logique, le Maroc est très particulier parce que c'est un petit peu moins de 200 milliards de PIB. En revanche, c'est pas un petit KSA, c'est pas une petite Arabie Saoudite en termes d'économie, j'entends. C'est pas une petite Émirats Arabes Unis, c'est pas une petite France, c'est pas une petite Italie. C'est un sui generis. Le Maroc c'est très particulier et donc venir et appliquer des paradigmes qui auraient fonctionné, dire en Italie, voilà combien ça aurait donné, il faudrait créer 300 000 emplois de plus, ou en France, ou aux Émirats Arabes Unis, ou dans un autre pays africain, c'est une vue de l'esprit parce que le Maroc est très très particulier pour diverses considérations. Mais en même temps, effectivement, vous disiez le paysage est alors c'est les grandes entreprises, les GE qui sont minoritaires en termes de nombre. Tout à fait, oui. Mais quand on regarde de près les principaux indicateurs, c'est quasiment 60% des encours bancaires. Oui, tout à fait, oui. C'est 28% de l'emploi. C'est une productivité qui est extrêmement faible et c'est les principaux bénéficiaires, entre guillemets, de la commande publique. Ça, c'est une réalité chiffrée aussi. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en Italie, je ne crois pas, en tout cas, mais c'est-à-dire, est-ce qu'effectivement aujourd'hui, ce sujet de productivité qui a été mis, où l'accent a été mis dans ce rapport à la Banque mondiale, on se dirait effectivement, c'est logiquement les grandes entreprises qui devraient être la locomotive et le moteur de croissance en matière de richesse et en matière d'emploi, et que du coup, ça ne l'est pas, et que c'est ça qui pose problème aussi. Ça veut dire que, en fait, c'est la faiblesse de la productivité de la grande entreprise qui est un souci majeur au sein de notre économie nationale. Non, je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça. Moi, je dirais qu'il faudrait le voir comme étant un effet de taille. Si vous faites 3, 4, 5, 6 milliards de chiffre d'affaires, si vous croissez de 20 millions de dirhams, 20 millions de dirhams en valeur absolue, c'est de l'argent, c'est 2 milliards de centimes. En revanche, en pourcentage, c'est très très faible. Et je pense que lorsque vous voyez les bilans, et c'est encore très parlant des grandes entreprises, et vous les comparez à horizon 4 ou 5 ans, vous voyez assez souvent parfois un doublement du chiffre d'affaires, ou bien plus 80% de chiffre d'affaires, ce qui est moins visible à l'œil nu d'une année à l'autre. Donc je pense que les grandes entreprises dans notre pays, par l'effet combiné du volume, mais également des prix, parce qu'il y a de l'inflation qui peut considérer en priorité les grandes entreprises dans différents secteurs. On peut parler des hydrocarbures, on peut parler d'autres secteurs. C'est des entreprises beaucoup plus touchées que les TPME ou que la PME en matière d'inflation. Avec un effet positif sur leur chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires étant des volumes fois des prix, si les prix augmentent, surtout dans certains secteurs où il y a de très grandes entreprises, et les volumes augmentent mécaniquement parce que la population marocaine augmente, parce que l'économie marocaine est une économie qui augmente, donc mécaniquement les grandes entreprises vont augmenter. En revanche, au niveau des petites entreprises, et vous avez beaucoup parlé du sujet critique de l'accès au financement, le fameux adage qui se confirme, malheureusement, on ne prête qu'aux riches. Parce que si vous voulez lever un emprunt ici, de un, vous avez une bureaucratie assez francophone, où il faut remplir beaucoup de paperasse, mais qui peut être très très salutaire. Ça nous évite d'avoir des subprimes, ou ça nous évite d'avoir du surendettement, selon le modèle américain par exemple. En revanche, il vous faut des collatéraux, comme diraient les anglo-saxons, il vous faudra des garanties, il faudra des cautions personnelles et solidaires qui correspondent à des actifs d'un certain point. Et donc, dans cette configuration, plus vous êtes gros, plus vous avez un pouvoir de négociation important avec les banques, et plus vous êtes petit, vous approchez de l'entreprise unipersonnelle, moins vous avez de pouvoir de négociation important. Et si vous n'avez pas ce pouvoir de négociation pour lever du financement, vous allez forcément stagner à un moment en termes de chiffre d'affaires, et donc vous allez forcément moins recruter. Je jette pas la pierre uniquement au système bancaire, mais disons qu'il y a un sujet de flexibilité au niveau des entreprises. La loi 69-21 sur les délais de paiement est venue pour essayer de mettre un petit peu de graisse dans les rouages, pour essayer de fluidifier la circulation de trésorerie et donc d'inciter les gens à recruter. Et le bilan est moyen? Le bilan demeure perpétuel. Très moyen. Autre indicateur, donc 59% de ces grandes entreprises dans notre pays captent de l'encours bancaire. Est-ce que pour vous, quand on représente 5% du tissu productif global et qu'on capte 59% des encours bancaires, donc du crédit bancaire en entreprise, est-ce que c'est un ratio qui a du sens? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'amont et l'aval. Il y a cette décorrélation entre le poids en termes de chiffre d'affaires et le poids en termes d'encours bancaires, tout simplement parce que les grosses entreprises sont en mesure de produire des garanties suffisantes à même d'attirer les banques. Et nous avons un système bancaire pérenne, système bancaire solide, parce que effectivement, vous avez un taux de défaillance qui est beaucoup plus faible que dans beaucoup de pays du pourtour méditerranéen, parce que nos banques prêtent correctement, prêtent bien.
Ça va faire sauter au plafond certains chantres d'un peu plus de circulation des flux bancaires, etc. Mais toujours est-il que nos banques ne seront pas prises en défaut. Il y aura un risque de défaut de nos banques qui est quasi nul, qui est théorique, parce qu'elles prêtent à des entreprises qui sont supposément plus solides et en mesure de restituer les fonds. En revanche, je pense qu'il y a un sujet central qu'il faudrait soulever, c'est les fameuses TPE-PME, les besoins capitalistiques de ces TPE-PME. Il y a une différence entre lever un emprunt pour financer un cycle de trésorerie parce que nos clients ne payent pas correctement, et donc on est obligé de lever des découverts bancaires ou des crédits d'escompte, etc., pour financer l'activité, ou bien lever des financements pour du CAPEX, de l'investissement, pour financer de la recherche-développement. Malheureusement, on est beaucoup plus dans le premier cas d'espèce que dans le second, également par le fait de nombreuses TPE-PME où vous n'avez pas des besoins capitalistiques énormes. Peut-être aussi parce que les idées ne sont pas forcément révolutionnaires. C'est des idées où on va s'installer dans une entreprise qu'on va peut-être louer. Je ne critique personne, je suis moi-même dans ce cas de figure. Mais on n'aura pas forcément des recherches et développements très très poussés, on n'aura pas besoin des machines, outils et autres. Et donc on a forcément moins besoin d'emprunter. Et donc on sera un petit peu moins productif et on aura moins besoin de recruter. Donc c'est un tout. Donc effectivement, pour revenir à la thématique, notre économie crée-t-elle plus de richesse qu'elle n'est en capacité de créer de l'emploi? Je disais, donc les grandes entreprises, c'est 28% de l'emploi. Je m'appuie sur l'indicateur chiffré délivré par le dernier rapport de la Banque mondiale. Donc ça veut dire qu'il y a 70% de l'emploi qui est dans la TPME. Tout à fait, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne doit pas être étonné que notre économie sait créer de la richesse, mais ne sait pas créer suffisamment d'emplois, parce que le paysage, en fait, du tissu productif entreprise et fait que au point où effectivement la grande entreprise, elle ne constitue qu'un tiers de l'emploi et 70% de la TPME, parce que la grande entreprise aujourd'hui, c'est elle qui bénéficie surtout d'un accès bancaire, d'un accès fluide aussi à la commande publique et d'une solvabilité aussi, et qui fait que même si elle concentre très peu d'emplois, ça a du sens aussi et c'est parfaitement cohérent que la GE soit en position de force sur la création de richesse et en position de faiblesse sur l'emploi. Je pense qu'il faut également nuancer ou alors mettre en exergue un biais d'analyse, c'est que la grande entreprise, que ce soit encore une fois en amont ou en aval, est beaucoup plus scrutée en termes de transparence de déclaration de ses salariés, puisqu'elle a vocation à être plus contrôlée par les services, par exemple, de la CNSS, elle a vocation à être plus structurée, elle a vocation à être gérée par des managers d'un certain profil, elle a vocation à être détenue par des actionnaires qui ont roulé leur boss avant d'arriver à ce niveau de taille critique. Et donc, je ne dis pas que toutes les TPME ne déclarent pas systématiquement leurs salariés, mais je pense qu'il y a un effet de correction, déjà des chiffres. Il y a certainement, je dis bien certainement, mais je n'ai pas de statistiques officielles, quelques pourcentages, quelques points qui échappent au radar de salariés qui auraient, notamment dans les TPE et dans certaines PME, qui ne sont pas déclarés. Là où vous avez une telle proportion qui est beaucoup plus faible au niveau des grandes entreprises. Donc déjà, pour avoir une vraie analyse sans biais cognitif, il faudrait mettre en exergue une grande entreprise qui déclare l'immense majorité de ses flux. Elle est contrainte et forcée, notamment parce qu'elle se fait contrôler plus fréquemment. Et vous avez un tissu où vous avez quand même une certaine prévalence de l'informel. Et donc, venir et tirer des conclusions juste sur la base de chiffres officiels, c'est un peu complexe parce que nous savons tous qu'il y a beaucoup de salariés, notamment dans les petites structures qui ne sont pas déclarées. Et ça rééquilibrerait un petit peu le spectre de lecture. Est-ce que les relais de croissance en matière d'emploi, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Est-ce qu'on doit considérer, je rappelle une fois de plus, la grande entreprise qui a une productivité moyenne plus faible que la TPME dans notre pays? C'est pas que dans notre pays d'ailleurs, mais c'est le cas du Maroc. Est-ce qu'on doit considérer que la création d'emplois et le relais en matière de création d'emplois, est-ce qu'il est au niveau de la TPME, qui est massivement beaucoup plus représentative, ou alors dans la structuration ou la restructuration de la grande entreprise en introduisant beaucoup plus de concurrence? Ces deux écoles de pensée aujourd'hui qui sont dominantes dans notre pays. Sur effectivement la grande entreprise, elle doit être beaucoup plus mise en concurrence, et c'est là où il y a les relais de création de richesse et les créations d'emplois. Et d'autres considèrent qu'en fait le vivier en matière de relais de croissance, en matière d'emploi, il est beaucoup plus au niveau de la TPME. Moi, je prendrais un step back, comme diraient les anglo-saxons, pour analyser davantage les secteurs qui créent de l'emploi, les secteurs qui détruisent de l'emploi. Puis après, essayer de mettre en calque quelles sont les structures, est-ce qu'elles sont plutôt de grande taille, de petite taille ou de moyenne taille, qui opèrent dans ces différents secteurs. Vous avez des secteurs qui sont ceux d'un autre temps, comme dirait Kondratiev ou comme dirait Juglar, par exemple, dans les cycles économiques, la fameuse notion de destruction créatrice, qui ont fait leur temps.
Malheureusement, on n'y reviendra pas. Et vous avez de l'autre côté tous les nouveaux métiers de l'IA, du numérique, la digitalisation, etc., qui commencent à émerger. Et là se pose la question. Par exemple, si on prend l'exemple qui a dans l'air du temps de l'IA, de la digitalisation, est-ce que c'est plutôt des grosses structures ou c'est plutôt des petites structures? Là, l'histoire a prouvé que c'était davantage des petites structures qui étaient en cours de développement. Vous avez un ingénieur avec un copain à lui, vous avez 3 ingénieurs, vous avez 2 techniciens qui s'allient et qui peuvent créer une entreprise, qui peuvent se mettre en réseau, par exemple, et initier des entreprises. Donc, si on considère ce secteur, par exemple, de l'IA, où vous avez moins besoin d'avoir des très grandes structures pour vous développer, à moins d'être une grande structure qui, parmi ces différentes activités, hardware, software, ait décidé de se consacrer à l'IA, mais de manière globale, c'est plus des petites structures qui font de l'IA. On pourrait trouver le relais de croissance au niveau des petites structures. Donc, pour prendre cet exemple qu'on pourrait dupliquer à l'infini, sur tous les secteurs, je pense qu'il faut voir les secteurs créateurs d'emplois et essayer de voir est-ce que ces secteurs sont plutôt tenus par des petites structures ou des grandes structures. Autre secteur qui crée beaucoup d'emplois, c'est l'offshoring. L'automobile, l'aéronautique, les services et l'offshoring en particulier. Ça, c'est plutôt des grandes services entreprises. Financiers, services non financiers. Effectivement, la présence, on le voit d'ailleurs au niveau des call centers, entre autres, où il y a une vraie menace en matière d'IA sur l'emploi, mais pas sur la productivité. Tout à fait. Est-ce que c'est dire aujourd'hui, chez Messel Alaoui, qu'effectivement, en fait, quand on nous dit destruction créative, c'est en termes de modèle de pensée économique. Le Maroc, vous avez vu comme moi cette étude qui vient de tomber sur ce livrable où il y aurait un peu plus de 3 millions, 4 millions d'emplois qui seraient un peu dans les radars du développement de l'intelligence artificielle chez nous, avec un peu plus d'1 million d'emplois qui seraient menacés. Est-ce qu'aujourd'hui, on risque de basculer, il y a un point de bascule sur, on peut avoir des pistes pour créer de la richesse. Vous avez dit les structures assez agiles, assez flexibles qui créent la richesse. Par contre, effectivement, il va y avoir de vraies tensions et des tensions exacerbées sur la création d'emplois. Il ne faut pas, je pense, en faire tout un monde, parce que si on prend un domaine que vous connaissez beaucoup mieux que moi, qui est celui des médias, il fut un temps où il y avait des speakerines, par exemple. Il fut un temps où il y avait des présentateurs qui annonçaient la météo avant que le présentateur ou la présentatrice météo puisse venir. Ce n'est pas parce que certains emplois ont été made redundant, comme diraient les anglo-saxons, sont devenus un petit peu désuets, ou au niveau des PTT, par exemple, vous deviez appeler un opérateur ou une opératrice pour vous passer un numéro. Ce n'est pas parce que ce type de poste n'existe pas que ces secteurs ne créent pas d'emplois. Absolument pas. La recherche-développement au niveau de la 5G, au niveau de la data, au niveau du Wi-Fi, n'ont jamais été aussi florissants. Donc je suis tout à fait convaincu que c'est dans l'air du temps. On ne peut pas continuer avec certains métiers. Au niveau des banques, par exemple, il y a encore une quinzaine d'années, vous aviez des gens dont le métier était d'appuyer sur des boutons pour générer des batchs. Là, les batchs se génèrent automatiquement. C'est pas pour autant que vous n'aurez plus de technicien informatique dans les banques. Je pense qu'il faut juste vivre avec son temps et ne pas essayer de s'accrocher telle une moule sur un rocher, même si l'expression n'est pas très bien choisie, j'imagine, et se dire on va résister au changement. C'est pas possible. Même si j'ai les urgences sociales, je vais pas revenir sur les NEET, un peu plus de 3 millions, 3 millions et demi de personnes âgées si on met le plafond à 35 ans, c'est-à-dire que j'ai une population jeune aujourd'hui, même si je vais avoir une inversion de la pyramide démographique, j'ai un taux de chômage élevé chez les populations jeunes, j'ai un taux d'activité d'ailleurs qui a été relevé une fois de plus par le rapport de la Banque mondiale qui stagne. À 19%, un taux d'activité générale aussi qui est en décroissance ces dernières années. Malgré tout, je ne dois pas être en stress. Malgré tout, je ne dois pas appréhender l'avenir avec pas pessimisme, mais en tout cas crainte. Je ne pense pas, pour une raison très simple. Vous avez évoqué les ni formation, ni études, ni emploi, par exemple, qui passent quelques millions d'individus dans notre pays. Ces gens-là, par définition, n'occupaient pas des fonctions qui sont devenues désuètes par le jeu de l'évolution. C'est des personnes qui n'avaient pas forcément le niveau de formation requis ou qui n'occupaient pas des fonctions qui vont être mises à mal. Là, je pense qu'il ne faut pas nous planter de cible. Il faut analyser plutôt l'amont et l'aval. Vous avez au niveau de l'aval, vous avez l'honnête salarié, que je dis sans ironie, de 53, 54, 55 ans, qui a travaillé par exemple dans une compagnie d'assurance ou dans une banque, qui a œuvré dans certains départements, qui, par le jeu de l'IA et par le développement des différents outils, sont devenus complètement désuets. Et c'est à la compagnie en question de trouver des recyclages, de trouver des formations pour permettre à la personne et de capitaliser sur 30 ou 35 ans d'expérience pour permettre à la personne d'atteindre les 6, 7 années, 8 années qui les séparent de la retraite. Mais là, nous parlons de quelques dizaines de milliers d'individus au Maroc. Ou bien vous avez en amont, vous avez beaucoup de jeunes, par exemple, qui il y a encore 15 ans auraient fait d'excellents juniors dans un cabinet d'audit, le font moins aujourd'hui parce que tout le data crunching au niveau des cabinets d'audit et de conseil est fait par de la machine.
Et j'ouvre une parenthèse avant de la fermer rapidement. Je pense que malheureusement, ou heureusement, et dans le domaine journalistique pareil, si vous ne passez pas par cette phase, vous ne serez jamais totalement bien formé. Et ce n'est pas parce qu'il y a de l'IA qui fait du travail de junior plus rapidement et plus efficacement que c'est forcément positif à moyen terme, parce que là où vous avez des repères que vous avez eu en tant que journaliste, que j'ai pu avoir quand j'étais dans un grand cabinet d'audit, ils vont vous servir par la suite de la même manière qu'un mécanicien qui a mis les mains dans le cambouis, il saura bien réparer un véhicule ou il saura bien anticiper des tendances beaucoup plus quand il sera derrière un bureau. Mais ça, je referme la parenthèse rapidement. Donc il y a une approche par escalier à avoir. Mais est-ce qu'il faut considérer, Hicham El Aelaoui, que dorénavant, et à partir de maintenant, on est sur un horizon où c'est pas le sujet qui va se poser en fait, c'est on peut augmenter notre productivité, on peut augmenter et on pourra augmenter notre PIB. Par contre, on est rentré dans une séquence où on ne pourra pas forcément augmenter notre capacité à créer de l'emploi et de l'emploi de qualité. Est-ce que c'est vers ça, dans une économie émergente comme la nôtre, à la lumière d'ailleurs du développement accru de la technologie et de l'intelligence artificielle, on pourra augmenter sa productivité, quel que soit le secteur de l'activité, notamment dans l'industrie d'ailleurs. Mais par contre, effectivement, ça ne générera pas beaucoup, ou en tout cas, il n'y aura pas de dynamique forte et puissante en matière de création d'emplois. Moi, je ne pense pas. C'est exactement le débat que j'ai pu connaître, surtout en fin de vie, au moment du lancement des premiers progiciels au niveau des banques et des compagnies d'assurance. Où, quand j'étais tout jeune consultant, je voyais des gens paniquer, parfois des gens en larmes un lundi matin, qui disaient ça y est, ma vie est fichue parce que il y a maintenant un logiciel qui va faire le travail que faisaient 30 personnes. Les banques n'ont jamais autant recruté et les compagnies d'assurance n'ont jamais autant recruté que ces 30 dernières années. Donc c'est pas forcément tout à fait... Mais en même temps, ça vouloir prendre le contre-pied, Hicham El Aelaoui, c'est les professions, les secteurs qui sont réglementés. C'est pas les secteurs où il y a forcément de la concurrence, comme on peut le trouver dans les secteurs des services ou de l'industrie ou du commerce. Donc est-ce que ce que vous dites là est transposable et modélisable dans des secteurs d'activité qui, eux, sont directement menacés par la concurrence? Au-delà même de l'aspect réglementaire, vous avez l'aspect besoin. Vous allez peut-être avoir dans une entreprise 15 à 20% de flexibilité. Vous pourrez libérer 15 à 20% qu'on appelle FTE, Full-Time Employee, ou ETP, équivalent temps plein. Mais en revanche, et ce dont on parle très peu, nous, en tant que Marocains, par rapport à notre pays qui fait 36 millions d'habitants à peu près, et notre économie qui est autour de la 60e économie mondiale, nous avons une prévalence de petits génies, hommes et femmes, dans le coding, dans la programmation, qui peuvent être un super relais de croissance pour toute une jeunesse qui est passée entre les gouttes, malheureusement, en sens négatif, parce que un petit peu moins diserte, un petit peu moins éloquente, maîtriser un petit peu moins certaines langues, notamment le français. Là, aujourd'hui, vous pouvez avoir une toute génération qui, au lieu d'aller s'exporter en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, si elle pouvait servir ici, dans notre pays, en tant que base arrière du développement de nouvelles technologies, ça peut être au contraire un super relais de croissance pour employer peut-être 50, 100 000, 200 000 jeunes qui passaient entre les gouttes malheureusement. Donc moi je suis persuadé que par rapport à notre positionnement, par rapport au mindset, par rapport au QI marocain moyen, ce type d'opportunité telle que la digitalisation et l'IA, ça peut être une excellente nouvelle. Les Tunisiens sont un peu dans le même cas de figure, où ils sont plutôt bons en maths, ils sont plutôt bons dans les nouvelles technologies. Et je pense que certains pays, comme les pays malthusiens, les pays européens, où il y a moins de jeunesse, il y a moins d'attrait pour la digitalisation, ce seront les grands perdants de ce type de trend et de tendance. C'est-à-dire, il y avait de l'industrialisation où l'Europe a été le grand gagnant avec les États-Unis. Là, je pense que cette révolution des cerveaux, elle peut profiter à un pays comme le Maroc. On va perdre au passage 5, 10, 15% dans certains secteurs, mais je pense que si on joue le coup intelligemment et si on mise beaucoup sur les jeunes et sur leurs compétences en matière d'IA, par exemple, ça peut être une excellente nouvelle dans 15 ou 20 ans. Donc il faut attendre 15 ou 20 ans. Est-ce qu'il faut dire je mise aujourd'hui, j'investis, ou en tout cas je crée les conditions pour qu'il y ait un maximum de jeunes qui emboîtent le pas et qui montent dans le train de l'IA et de tout ce que l'IA peut générer en matière de création de richesse. Par contre, il va falloir que je sois patient parce que je pourrais récolter les fruits à l'horizon 2040. Je pense que les trendsetters de l'économie mondiale sont des pays vieillissants, c'est-à-dire l'Union européenne, les États-Unis, le Japon. Et je pense que les modèles économiques qui sont initiés par ce type de pays, on va pas se mentir, sont des modèles économiques qui sont designés pour ce type de population. L'âge médian en Italie excède les 40 ans. L'âge médian au Sénégal est autour de 20 ans, par exemple. Donc on peut pas forcément, comme au Maroc, il est autour de 29 ans. C'est-à-dire 50% de la population marocaine a plus de 29 ans, 50% a moins de 29 ans. Et donc, je pense que certains modèles économiques ont été mis en place dans une logique de 35 heures en France, dans une logique de RTT, dans une logique de population vieillissante. Donc il y a une singularité sur laquelle on ne doit pas forcément s'inspirer. Clairement. Je pense qu'on doit travailler plus et on doit peut-être revenir à ce qui a fait la force de l'Union européenne il y a 40 ans et qu'ils ont un peu perdu de vue, notamment en France. Et je pense qu'on doit revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire le travail, l'acharnement, l'abnégation, etc. Mais pour vous répondre,
Le monde, on va pas aller contre la marche du temps. C'est de plus en plus digital, il y a de plus en plus d'efficience digitale, il y a de moins en moins de besoins de recrutement. En Europe, c'est moins prégnant parce qu'ils font moins d'enfants. Chez nous, c'est pas tout à fait le cas, et c'est là où l'équation devient un peu compliquée chez nous. Est-ce qu'il faut changer, selon vous, ou pas d'ailleurs, Hicham El Alaoui, de narratif, se dire voilà, j'ai un investissement record, 380 milliards de dirhams, c'est dans le cadre de la loi de finances 2026. Et du coup, bon, voilà, c'est ce qui va permettre de dynamiser l'économie nationale et de se dire va en découler aussi une création d'emplois sans forcément que les objectifs soient atteints. Est-ce qu'on doit continuer à avoir ce narratif-là ou pas, et celui aussi de vouloir inverser ce ratio investissement public et investissement privé, qui est très souvent orienté croissance, création de richesse, et pas forcément orienté croissance, création d'emplois. Est-ce que là-dessus aussi, ne serait-ce qu'au niveau du narratif, vous pensez en tout cas qu'effectivement il faudrait aussi revoir les éléments de langage? Moi, je pense qu'il ne faudrait pas juste tout analyser à l'aune de l'employabilité. L'emploi est très important. Vous avez beaucoup de quartiers où il y a une certaine détresse sociale. Il suffit de se balader dans des grandes villes, des grandes mégalopoles marocaines pour le constater très clairement. En revanche, si vous prenez l'exemple de certains secteurs qui ont très bien travaillé en termes de CAPEX, comme l'ONE par exemple, qui a électrifié quasiment 99% du pays, ils sont allés dans des zones où le retour sur investissement en termes de génération de croissance et de points de PIB, il se fera dans le meilleur des cas en 40 ou 50 ans. Mais en revanche, nous avons un devoir, nous en tant que citoyens, d'avoir chaque famille marocaine qui soit électrifiée. Donc je pense que s'il est question de construction d'hôpitaux, construction d'écoles, construction d'instituts, il faut même pas penser aux fameuses théories du ruissellement et ça va rejaillir et forcément ça va employer du monde. Déjà, il y a une urgence que n'ont pas les pays de l'Union européenne, que n'ont pas les États-Unis, parce que les hôpitaux, les universités, ils les ont à un certain standing depuis des décennies, voire plus. Donc nous déjà, il y a une certaine mise à niveau à faire, qu'on a fait dans le domaine de l'électrification du pays, l'accès à l'eau potable, construction des barrages. Donc déjà, de fait, on doit faire ce qu'on est en train de faire. On doit éduquer les gens, on doit construire des hôpitaux et on doit les Donc on doit maintenir l'investissement public, même s'il n'y a pas forcément un retour sur investissement en matière de création d'emplois. C'est ça que vous êtes en train de dire. Très clairement, parce qu'il y a l'indice développement humain, il y a beaucoup de choses. Et le secteur privé? Est-ce que vous considérez qu'effectivement le secteur privé directement interpellé, secteur privé chez nous qui grosso modo, bon an mal an, on va dire investit entre 60 et 80 milliards de dirhams par an pour créer à peu près le même niveau d'emploi, 60 000 emplois, 70 000 emplois. Est-ce que là vous dites aussi il faut revoir aussi, parce que le secteur privé vous dit mais moi il faut que le public revoie aussi l'espace et me laisse beaucoup plus d'espace pour pouvoir investir et créer de la richesse et créer de l'emploi, ou est-ce que effectivement le secteur privé doit d'ores et déjà prendre ses responsabilités et sortir quelque peu de sa zone de confort? Alors déjà, le concept de secteur privé, je trouve très intéressant si on considère l'analyse juridique. Secteur privé, c'est une société qui n'est pas détenue par l'État. Okay. En revanche, si vous voyez l'initiateur, le fait générateur de la commande, vous trouverez quand même dans beaucoup de cas l'État. Et donc, si on voulait pousser le raisonnement, juste pour dédramatiser, on pourrait dire si l'État avait la capacité ou la volonté d'internaliser toutes ses fonctions, elle aurait pu recruter, je sais pas, quelques millions de fonctionnaires en plus et faire beaucoup de choses, je dirais pas la totalité, mais beaucoup de choses que font des sociétés du privé qui pâtissent tout de suite quand la commande publique s'enraye et quand la commande publique repart, les secteurs privés repartent. Donc déjà, j'aimerais mettre de côté le débat réel secteur privé, qui créent des choses qui ne sont pas du ressort du régalien et qui sont des choses au titre de tertiaire, quaternaire, etc., que l'État ne veut pas ou ne peut pas gérer, et auquel cas je parlerai d'un secteur privé qui prendrait le relais et qui initierait quelque chose. Je pense que dans beaucoup de cas, nous avons un secteur privé qui est davantage le relais d'une commande publique, parce que l'État ne peut pas tout faire. Mais en revanche, s'il n'y avait pas cette commande publique, il y a beaucoup de secteurs, je parle du BTP par exemple, ou je parle des secteurs agroalimentaires, etc., où vous aurez certainement une prévalence du privé qui serait moindre. Pour moi, le privé est beaucoup plus là en appoint, une sorte de sous-traitance de la commande publique, davantage qu'un secteur privé comme vous pouvez l'avoir aux États-Unis, par exemple. Est-ce que c'est ça qui plombe du coup la création de richesse qui devrait être beaucoup plus importante et donc franchir un nouveau palier en matière de création de richesse, en matière de création d'emplois, considérant, sans vouloir faire de raccourci dans votre propos, qu'on a un secteur privé qui est trop biberonné à la commande publique? C'est pas forcément insultant. Vous avez quand même une commande publique qui drive une grande partie de l'économie marocaine. Vous voyez, quand la commande publique éternue, l'économie marocaine s'essouffle. C'est purement factuel. Je pense qu'on devrait avoir l'émergence. On devrait pas au sens sémantique ce serait opportun d'avoir des super champions dans des secteurs qui émergent
et qui gère des pans de l'économie indépendamment de la demande. Idéalement, qu'on tente vers des secteurs ou des sous-secteurs où vous aurez tel niveau de croissance, tel niveau de développement, indépendamment de la commande publique, qui peut même être nul. L'État garderait son rôle le plus noble, celui du régalien, assurer la sécurité, assurer les équilibres, assurer la libre circulation des biens et services. Mais en revanche, un secteur privé qui s'autogère de A à Z sur son financement, sur sa structuration, sur sa recherche-développement, sur ses plans stratégiques, etc., je pense que c'est pas totalement le niveau de maturité que nous avons aujourd'hui. J'appelle de mes vœux à ce que ce soit le cas, mais je pense qu'il faudrait à minima 1,5 génération, voire 2 générations pour qu'on ait cette transition. Typiquement dans certains secteurs comme la construction par exemple, où vous allez avoir un secteur privé qui va initier par exemple quelque chose, une nouvelle tendance, davantage que des relais qui sont imposés par exemple par les vagues de logement social parce qu'on voulait éradiquer au niveau étatique les bidonvilles, ou bien les politiques de grands travaux, des barrages, des aéroports, des ports. Si vous avez moins ce type de projet, vous avez moins de commandes privées au niveau de certains donneurs d'ordre qui, au passage, font de l'excellent travail. Les ouvrages d'art marocains ou les constructions sont de bien meilleure facture qu'il y a 30 ou 40 ans. C'est pas le débat. Les gens travaillent bien. En revanche, moi, j'apprécierais davantage d'autogestion et qu'il y ait de vraies initiations de relais de croissance auxquelles l'État n'aurait pas pensé. Ce serait très, très sain dans ma logique. Dans la dynamique dans laquelle on est en 2026, est-ce que vous considérez qu'il faut nécessairement qu'on dégage beaucoup plus de croissance économique? On a annoncé d'ailleurs ce qui était annoncé en marge du SIAM, un retour à 100 ou 110 ou 120 millions de quintaux, donc une bonne saison agricole, même si on peut constater, alors je ne sais pas si vous avez fait vos courses tout récemment, que le kilo de tomate et le kilo d'oignon, même s'il a légèrement baissé, il reste à des niveaux extrêmement élevé, mais est-ce qu'il faut plus de croissance pour avoir plus d'emplois ou plus d'emplois pour avoir plus de croissance? Parce qu'en fait, c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue dans notre pays, où certains considèrent qu'on a une partie de la croissance qui repose, ce que vous disiez précédemment, sur le secteur agricole, mais qui repose aussi sur la consommation, et que donc la contribution de la consommation sur la croissance économique en matière d'emploi, elle est importante dans notre pays, et certains qui considèrent que c'est la croissance économique qui tire l'emploi. C'est des débats à n'en plus finir, c'est la poule et l'œuf, c'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce que nous sommes dans l'économie que nous maîtrisons tous, est-ce que si, par exemple, les prix devaient baisser, si on prend ces raisonnements, si les prix, par exemple, le panier moyen, s'il devait baisser de 25 ou 30%, le surplus qui serait généré, en quoi il serait investi? Pour beaucoup, beaucoup de ménages, ce serait de l'épargne en plus. S'il y a de l'épargne en plus, il y a potentiellement investissement dans une maison secondaire et donc il y a potentiellement un relais de croissance supplémentaire pour certains secteurs. Si on prend cet exemple, si c'est le cas d'entreprise, est-ce qu'une entreprise qui verrait moins de revenus, parce que si ces prix baissent, c'est forcément des entreprises qui feraient moins d'argent, là, ça deviendrait un petit peu contre-productif, parce qu'il faudrait peut-être se défaire de certains salariés. Est-ce qu'on gagnerait avec un consommateur qui consomme plus, et donc il faudrait plus de gens pour produire? On le perdrait au niveau des entreprises, qui veulent à tout prix, pour certaines, préserver leurs marges, et donc qui se retrouveraient à moins recruter moins vite, voire à se défaire de certains salariés. Je pense tout simplement que moi, je crois beaucoup à la théorie de la main invisible d'Adam Smith. Et si nous sommes dans un secteur où vous avez une concurrence pure et parfaite, ça va finir par s'autoréguler. L'entreprise qui gagne 4%, alors que d'autres entreprises peuvent survivre en gagnant 2,5%, elle sera obligée de vendre à 2% de marge, parce que sinon, elle va se faire phagocyter par les entreprises qui font 2,5%. En revanche, si vous n'avez pas une telle pression sur les marges, ou bien si les marges sont très très confortables, forcément, ça ne va pas avoir un effet positif sur la création d'emplois. Mais en revanche, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de concurrence que vous aurez forcément de la création d'emplois. Malheureusement, on a encore tendance à faire de la concurrence dans notre pays sur les prix, sur les délais de paiement, même s'ils sont plafonnés à 120 jours. Mais disons qu'il y a une certaine concurrence sur les délais de paiement. Tu me donnes 45 jours, l'autre me donne 60 jours, 75 jours. Certaines entreprises peuvent retarder les réceptions et donc ça va retarder le flux générateur. La date du cachet aussi, la date de réception. Et donc, est-ce qu'on fait de la concurrence sur les réels éléments qui vont impacter la qualité, sur la recherche-développement, sur la créativité, ou bien sûr, je te baisse de 2 centimes, ou bien je te rajoute 15 jours pour que tu puisses me payer. Et je pense que quand on aura une maturité supérieure, on ne peut pas tout demander d'un coup. Et quand on aura de la concurrence pure et parfaite dans tous les secteurs, dans certains secteurs c'est le cas, dans d'autres c'est encore perfectible, je pense que mécaniquement, c'est pas une vue d'esprit. On ne peut pas faire autrement. C'est pas possible. Donc je rappelle le dernier chiffre aussi, un quart de notre économie n'est pas mise en concurrence. C'est 25% de notre économie nationale selon le rapport de la Banque mondiale où il n'y a pas de concurrence tout court. Sachant qu'il compte dedans des monopoles d'État, et par définition un monopole d'État. C'est le monopole de fait. Oui, et fort heureusement qu'il y a certains monopoles, parce que si on devait rentrer dans une logique de fonds de pension à l'américaine, peut-être que la facture que paie l'honnête ménage elle va être doublée ou triplée. Donc dans certains secteurs, il faut des monopoles, je suis
suis convaincu qu'il faut de ceci. Donc dans les 25%, il y a des monopoles d'État et il faut qu'il reste des monopoles d'État. Mais sur d'autres secteurs, oui, je pense qu'on peut jouer un peu plus d'écoute et ce serait salutaire pour le consommateur. Merci infiniment, Hicham El Selaoui, d'avoir pris de votre temps et surtout d'avoir partagé avec nous votre grille de lecture sensée et pleine de sens sur cette équation création de richesse tout court et création d'emplois également tout court, et voir effectivement cette équation, est-ce qu'elle comporte des inconnus que vous avez levés durant ce débat 7e sens. Merci infiniment à vous. Avec plaisir, ça reste de la théorie, la pratique est autrement plus complexe. Bon, en tout cas, on s'approche. Chacun a sa perception et son prisme aussi de vue sur les différentes réalités économiques et sociales de notre pays. Mais merci d'avoir partagé la vôtre en tout cas. Avec joie. Merci infiniment, à très bientôt. Merci à vous. À suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.